Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Benzidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Bonjour, Simon Paré-Poupard, bienvenue à Des idées et des ailes. Bonjour, merci de me recevoir, bien apprécié. Je suis accompagné de Anouchka Debion. Bonjour. Et Yasmine Benzidane. Bonjour. Donc, je disais pour vous présenter, c'est à 18 ans que tu découvres le métier de vidangeur à Saint-Janvier, dans la banlieue nord de Montréal. Depuis, tu as accumulé 20 ans d'expérience où tu as sillonné Montréal et ses deux rives. Et tu as trouvé quand même le temps d'étudier jusqu'à obtenir un baccalauréat en sociologie à l'Université de Montréal en 2013 et une maîtrise à l'École nationale d'administration publique en 2016. Félicitations. Merci. Tu as plusieurs cordes à ton arc, en plus de ton travail d'éboueur. Tu as également plusieurs expériences comme intervenant social, journaliste à la Pige, et tu as même été candidat du Parti vert du Canada aux élections de 2021. Mm-hmm. Et cette fois-ci, tu te portes candidat pour les prochaines élections? Ils me l'ont proposé, mais le succès du livre me laisse pas assez de temps pour être candidat. D'autant que j'ai pas beaucoup aimé non plus mon expérience. Mais je sais pas si c'est l'objet du podcast actuellement, mais... Bon. OK, aujourd'hui, tu nous parles de ton livre, Ordure, journal d'un vidangeur, paru chez les éditions Luxe à Montréal, où se croisent Sac poubelle d'Igoulidan, poésie du quotidien et regard lucide sur le monde. Ton livre est écrit sous la forme d'un essai. Tu te bases sur tes références autobiographiques, bien que sa sortie ait eu lieu à l'été 2024, ou plutôt septembre 2024. Tout de suite, tu as suscité l'intérêt des médias et des critiques littéraires montréalais. En préparant l'entrevue, je t'avoue que j'ai dénombré une dizaine de pages sur Google qui renferment plusieurs articles de presse et d'entrevues audiovisuelles que tu as accordés ici à Montréal, mais à travers toute la province. Tu as réussi à créer un réel engouement populaire au point de susciter un débat social longtemps refoulé. À la manière du philosophe moderne, tu as déconstruit les domaines de la vidange, du recyclage des produits, de leur éventuelle récupération, du compost et de leurs impacts sur l'environnement de la société qui reste productiviste et surconsommatrice. Simon Paré-Poupard, selon toi, à quoi est dû ce succès autour de ton livre? Je crois que c'est peut-être... Ça vient d'une passion originelle qu'on avait pour le métier de vidangeur. C'est-à-dire, lorsqu'on est enfant, avant d'arriver à l'école, on tripe, on aime notre vidangeur. Lorsqu'on le voit comme enfant, on a une passion, une curiosité envers lui. Même souvent, ça devient notre idole. Même qu'on le festoie dans la fenêtre avant de le voir arriver. On veut lui apporter des cadeaux. Et puis, à un moment donné, avec l'école, on lui apprend que ce vidangeur-là, c'est la personne, en fait, duquel on doit s'éloigner, autant professionnellement que même socialement. Mais avant ça, je crois que cette passion-là existait, qu'elle disparaît avec l'éducation. Puis peut-être qu'on avait besoin... on a reconnecté avec cette passion-là originelle. Parce que l'enfant, ce qu'il fait, c'est tout ce que le vidangeur... l'enfant, ce qu'il aimerait faire, c'est ce que le vidangeur fait. C'est-à-dire, l'enfant, tu lui dis qu'il ne doit pas jouer dans la saleté, qu'il ne doit pas faire trop de bruit, qu'il ne doit pas marcher près des autos, qu'il ne doit pas crier. Le vidangeur fait tout ça. Puis l'école, t'apprend à ne plus faire ces comportements-là que l'enfant a envie de faire. Fait qu'il y a une sorte de curiosité qui s'installe. Puis c'est la raison pour laquelle, lorsque je fais des cobras, amener des gens à faire une journée de vidange avec moi, en général, on aime ça. On aime ça. Les gens sont surpris d'aimer ça parce que c'est très sportif. Fait que je crois que ça vient de là. Puis, effectivement, tu parlais avec justesse là, de l'inconscient. Je crois qu'on avait construit une inconscience collective sur la gestion des déchets. Puis de se faire rappeler c'est quoi, ou de se faire réaliser c'est quoi,
Qu'est-ce qui devrait être conscient? Mais ça frappe, ça bouleverse, ça happe les gens, puis ça suscite l'intérêt. Je crois que c'est peut-être ces deux composantes-là. Là. Merci. Toi, tu arrives donc avec une expérience terrain pour dire au monde que ça se passe au jour le jour. Moi, c'est ma job, je le fais dans la joie. Et regardez-moi faire. Et pour illustrer le tout, tu réécris un très beau livre. Tu as été accompagné donc de ton professeur, donc Alain Deneau, et de l'éditeur donc Marc Fortier. Quand on jette la vidange, quand on jette ces ordures, on ne veut pas les regarder. On veut s'en débarrasser, on veut les invisibiliser. Là, tu ramènes le monde à un état de conscience pour prendre leurs responsabilités. Ben, clairement. Ça vient de loin. Ben, là, loin au Québec, ça fait 50 ans. On a mis en place ce qu'on appelle le Waste Management, du nom, dans le fond, de la plus grande entreprise, une des plus grandes entreprises aux États-Unis, Waste Management, qui s'occupe de la gestion des matières résiduelles un peu partout en Occident. Puis, c'est Harold Crooks, un auteur, qui a se servi, dans le fond, du nom pour en faire un concept. Le Waste Management, c'est ramasser à beaucoup sans qu'on ait trop, comme citoyen, à se soucier de nos déchets. C'est ça que Waste Management nous a vendu dans les années 70. La raison pour laquelle les villes à Montréal ont été vers cette solution-là évidente, c'était qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale liée aux déchets. Le déchet emmerdait les élus. Lorsqu'on parlait de déchets, c'était tout le temps pour être contre la population, qui voulait bien sûr les déchets toujours plus loin, s'occuper le moins possible, se mettre le moins possible les mains dedans. Alors, Waste Management, l'entreprise, le concept, ont bien compris que c'est ça qu'il fallait faire pour accompagner les citoyens dans la gestion des déchets. Mais cette gestion-là des déchets suppose une forme de déconnexion avec le déchet, parce que le déchet devient, puis ça c'est Claire Larocque qui a écrit un livre récemment, Philosophie des déchets, le déchet dans nos sociétés modernes devient le déchet qu'une entreprise nous dit ce que ça en est, puis, et surtout de la façon d'en disposer. C'est-à-dire, quelles sont les matières recyclables, puis dans quel bac il faut les mettre. Avant, on n'avait pas besoin d'une entreprise pour nous définir qu'est-ce qui était un déchet et ce qui n'en était pas un. On était en mesure de s'approprier, se réapproprier, dans le fond, nos objets, puis de les retravailler, les réemployer, les réutiliser, les partager. Le Waste Management a détruit tout ça parce qu'il a proposé une solution, simple, aux municipalités. Les élus étaient d'accord. Mais ça, évident, parce qu'en fait, ça donnait la solution évidente pour permettre le mode de vie jetable. Parce qu'en fait, avant les années 70, on n'avait pas encore un système très performant. Le système performant est venu avec la technicité, c'est-à-dire les camions qu'on appelle à benne tasseuse, un système hydraulique à l'arrière de compression. Si on remonte au début du siècle, on avait des charrettes qu'on dit tombereaux, qui ramassaient des déchets attelés souvent à un cheval. On est passé de ça à des camions à benne tasseuse, puis éventuellement à des semi-remorques, comme il y a déjà eu à Montréal, semi-remorques à benne tasseuse. Donc ça peut charger 22-25 tonnes. En un siècle, on est passé d'une charrette à un semi-remorque. Parce qu'on a eu le mode de vie jetable. Pour qu'on puisse consommer autant, il faut pouvoir jeter facilement. Moi, c'est l'équation, c'est ça que le Waste Management a compris. C'est que si on restait pris avec nos objets, on aurait de la difficulté à en acheter d'autres. Il fallait pouvoir les jeter facilement. Waste Management est arrivé. Puis Waste Management, c'est l'inconscience collective. Puis c'est très lié au fait que de tout ordre, de toute société et de tout temps, c'est ce que Claire Larocque dit, c'est que le déchet contamine celui qui s'en occupe. Ceux qui s'occupent le plus de l'ordre social, on peut penser à ceux qui s'occupent des corps, ceux qui peuvent même s'occuper de la vermine, ceux qui s'occupent des déchets, c'est des gens qui sont rapidement tassés. Parce que c'est comme s'ils menacent l'ordre social dans nos têtes à nous. Même si on a besoin d'eux, c'est comme si on ne veut pas les voir. Puis le vidangeur, pour moi, est le symptôme le plus aigu de ça. Puis c'est ça que j'essayais de mettre en lumière. Fait que c'est comme si, du fait, dans le fond, qu'on ne voit plus nos déchets, on ne voit plus ceux qui s'en occupent. Fait que ça nous simplifie. Puis là, on revient à ce qu'on disait au début, à de l'inconscience collective. Effectivement, le changement est arrivé très vite. Donc, la référence du Waste Management que tu cites, et au bout de son temps, effectivement, on est passé de la charrette attelée à un cheval vers le camion compacteur qui peut supporter tant de tonnage. Effectivement. Juste pour un peu te présenter encore davantage aux auditeurs, donc j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a amené au milieu de vidangeur? Donc j'ai lu que c'était à 18 ans que tu as eu ta première expérience, mais qu'est-ce qui a fait que... Moi, j'aime dire qu'on ne naît pas vidangeur, on le devient. On le devient par notre origine sociale la plupart du temps.
Il y en a qui le font, on dit en dilettante, là. J'ai des pompiers souvent qui viennent parce qu'ils ont besoin de passer des tests physiques, puis c'est ce qui les met le plus en forme. Fait qu'eux, pour moi, c'est pas des vrais vidangeurs, mais ils sont là. Les mêmes choses pour les policiers qui s'en vont à Nicolet, ça fait une bonne préparation physique. Des gens qui font des sports ultimes, de la boxe, qui vont le faire pour avoir encore plus de cardio. Des militaires qui viennent aussi occasionnellement s'essayer. Fait que t'as toute cette faune-là, mais qui fait pas partie de ce que j'appellerais les vrais vidangeurs. Fait qu'eux, ils sont d'une catégorie à part. Les autres, ils viennent d'une origine sociale bien particulière. Moi, la mienne, c'est la raison pour laquelle j'en ai parlé. Mon éditeur m'a dit qu'il y avait une valeur sociologique à mon discours. Sinon, j'aurais pas nécessairement parlé de ma vie, mais moi, j'ai un père alcoolique. J'ai vécu des abus à l'enfance. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que de parler de ça, parmi les vidangeurs, c'est banal. C'est comme rien. En fait, mon passé que je considère comme ardu, difficile, ben, était plutôt banal et simple parmi mes collègues. Puis, ce que j'aime dire, c'est que des gars rough sont bons pour une job tough. Puis, si on le dit différemment, c'est si tu as été accoutumé dans ton enfance à te faire violence, à t'avoir fait subir la violence, mais la violence que tu vas subir en arrière du troc, ben, tu vas pouvoir tu vas avoir une forte résonance, puis tu vas pouvoir l'arnacher, la vivre, en fait, puis peut-être même l'apprécier. Drôlement, on va voir ça chez les sportifs de Ironman ou ultramarathon. On dit qu'ils sont un peu rongés par des démons. C'est la raison pour laquelle ils se font subir ça. C'est un peu le même genre de truc, là. Moi, lorsque j'ai commencé, c'était des journées de 18 heures de travail. 18 heures, c'était violent. C'était violent. Mais effectivement, j'avais besoin en intervention, on appelle ça acting out, de sortir de moi beaucoup de frustration. Freud parlerait de sublimation. Fait que j'avais besoin de ça. Comme beaucoup de collègues, je crois, ça leur a fait du bien. Puis dans le livre, je parle de Steve, qui était un runneux pour les Hells Angels, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait du porte-à-porte pour vendre la drogue. Puis bien sûr, il y a une charge d'adrénaline parce que tu sais jamais si tu vas te faire descendre dans la nouvelle commande que tu vas livrer. Puis lui, il m'a dit que son psychologue lui a fait réaliser qu'en faisant les vidanges, il a arrêté de runner parce qu'il y avait le même niveau d'adrénaline. J'ai un autre vidangeur qui m'a témoigné que pour commencer sa journée, il se fessait d'en face pour se primer, pour aller chercher comme le niveau d'intensité qu'il voulait ou qu'il avait besoin pour avancer. Fait que c'est l'état d'esprit, la prédisposition que je crois que ce que j'appellerais les bourgeois, les gens qui ne sont pas dans cette situation-là, ont plus de difficultés à accepter cette violence-là d'emblée. Puis, tu sais, la première affaire qu'on m'a dit, mon arrière d'un truck, c'est tu fermes ta gueule et tu ramasses. Puis ça fait de toi un bon vidangeur. Fait que c'est pas tout le monde qui veut accepter ça ou qui est prêt à le faire, mais lorsque tu es pris dans ce genre de situation-là, c'est-à-dire que tu peux pas faire d'autre chose, ça s'impose. Et puis arrive le moment où l'envie d'écrire, donc à quel moment donc ça arrive, donc ce besoin de raconter cette expérience qui a pris 20 ans de ta vie. C'est vraiment, en sociologie, on parle du statut de l'étranger, Georg Simmel. Puis, j'avais besoin de quelqu'un qui était extérieur au milieu pour me faire réaliser peut-être le discours, la valeur du discours que je peux porter. Puis lorsque j'ai fait ma maîtrise, j'étais en train d'écrire j'étais assistant de rédaction pour un livre avec Alain Deneau. Puis Alain Deneau, c'est devenu un ami. Puis lui, contrairement à moi, il faisait partie de ce que j'appelle le milieu du livre. Fait que lui avait des entrées, mais comprenait aussi la valeur du livre dans une société, la portée d'un livre. Moi, pas du tout. C'est pas le genre de discussion que j'avais à table avec ma famille ou c'était pas les intérêts de ma famille. Alors, le livre, c'est pas imposé à moi naturellement. C'était même pas quelque chose que j'avais conçu comme possible dans ma trajectoire de vie. Alors, mais Alain, lui, de par sa position d'étranger, par le discours qui m'habitait, m'a suggéré, dans le fond, de me présenter à un éditeur, Marc Fortier. Puis j'avais effectivement besoin d'un instigateur comme ça pour, on appelle ça des passeurs, là, comme m'amener dans un autre milieu social. Fait que c'est là que le livre est venu. Mais il n'est pas venu de moi, mais il est venu à moi comme moyen. Ce que j'avais probablement envie, c'était de communiquer, clairement, mais j'aurais pas pensé que c'est le livre qui aurait été mon moyen de communiquer. En page 13, donc tu écris « Le vidongeur, c'est le Sisyphe de la société de consommation. C'est un besogneux condamné à ramasser des sacs d'un terrain à un autre, emporté chaque jour par le flot infini de rebuts que nous générons. Sa tâche est à recommencer sans cesse. Si on ne portait pas ce fardeau, tout s'écroulerait. Ce serait la fête des rats, la puanteur assurée, la peste et le choléra. Georges Bataille avait raison, le tremplin, cette part maudite de l'abondance, faut pas rester pris avec.
Oh que non. Tu le sais, quand tu pratiques ce métier, détruire, c'est ton fardeau, un effort qui amène la sueur sur ton front et la douleur dans ta chair. Et le texte, enfin le paragraphe termine, personne n'écrit de roman sur les vidangeurs. Ouais, clairement. Il y a pas... il y a une journaliste à Radio-Canada qui m'a fait réagir là, sur... en Turquie, il y a des vidangeurs qui ramassent des livres dans les ordures puis en ont fait une bibliothèque publique. Puis elle m'a dit si c'était quelque chose qui pourrait être reproduisible ici au Québec. Je dis pas du tout. J'ai dit les vidangeurs ne lisent pas ici. Fait que tu sais, d'écrire ici un livre sur les vidangeurs au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient, je crois, pu le faire. Parce que le livre est pas... Autant le livre, moi je suis plutôt classe moyenne, modeste. Les vidangeurs sont plutôt classe populaire. Mais le livre n'est pas le médium de communication, là. Même pas un médium d'intérêt. Alors, ça aurait été plutôt improbable. En fait, c'est une drôle de probabilité que moi, je m'y suis retrouvé, puis que j'ai continué, puis que j'ai décidé d'écrire ça. Pour écrire ce livre, il faut venir de l'intérieur, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour que ce soit aussi percutant qu'il l'est. Est-ce que justement, il y avait une part de cette frustration qui a build up, qui s'est accumulée, puis est-ce que ça a été un facteur ou pas nécessairement? Drôlement, j'étais beaucoup plus fâché avant, mais j'ai essayé de retransmettre ça parce qu'un vidangeur, c'est tout le temps en crise, comme on dit. Là. C'est tout le temps en maudit parce qu'on est constamment contraint. On a des contraintes de tout, de la température, des conditions de travail, de la pression. Fait que ça, je pense que je l'ai bien traduit parce que lorsque tu travailles, c'est comme ça que tu te sens, mais je le suis beaucoup moins. Surtout du moment que j'ai réalisé la mobilité sociale, du moment que j'ai su que je pouvais comme m'extirper de ma condition, ce que j'appelle la violence, symbolique et physique, diminue beaucoup. C'est du moment que je sais que je peux quitter le milieu. Puis, effectivement, comme je parlais de Steve, il y a une forme de thérapie dans les vidanges. Je pense que les vidanges m'ont sauvé la vie, puis plusieurs vidangeurs l'ont dit. Fait que cette frustration-là a quand même diminué. J'étais beaucoup plus acerbe et frustré plus jeune, mais j'ai su quand même le conserver puis le retransmettre par écrit. Fait que ça, je pense que j'ai réussi à le garder. Puis c'est drôle, j'ai un ami à moi qui m'a dit, puis c'est drôlement un métis, ougandais belge, fait que son commentaire est quand même intéressant, parce qu'il parle des Québécois. Il dit « Les Québécois, vous êtes des chialeux. » Puis il a raison. Je trouve que c'est un bon commentaire. Puis effectivement, les gars en arrière d'un truck, on est des chialeux. Puis ça, si j'ai pu le retransmettre, je crois que c'est un trait culturel que moi j'apprécie, en tout cas, de pouvoir dire qu'on a. Oui, justement, tu dépeignes une galerie de vidongeurs excentriques, fragiles, exclus de la société, mais braves et solidaires. Dans ton livre, tu te places comme un porte-parole de ces personnes laissées sans voix, et j'ai nommé les helpers Spandex, Ticris, le vieil André, Beau jeune homme, Joe, Pampan, Franck le coureur, la légende et le helper d'Oschlag. Qu'est-ce que ces moments de camaraderie, d'absurde, de danger, il y a aussi de la compétition. Anushka, tout à l'heure, en aparté, tu disais que il s'amuse. Il y a une compétition ludique, en quelque sorte. Ça devient, on dirait, un jeu, qu'il y a des règles de jeu, les exploits de vitesse, les exploits de poids. C'est comme ça que tu décris le travail de tes autres et des surnoms qui y sont liés. Donc c'est comme des règles de jeu auxquelles on n'a pas accès de l'extérieur, mais que vous, c'est une partie importante du travail. Oui, à un certain moment donné, au Québec, il y avait des compétitions de vidangeurs organisées par Waste Management dans le coin de la Chute. J'avais pas commencé, mais c'est dire qu'il y avait cette culture-là. Puis moi, j'aime beaucoup parler de sociologie du sport. Ma référence, c'est le UFC, le Mixed Martial Arts. Il y a 20 ans, personne ne connaissait ça. Personne n'en connaissait les codes. On disait que c'était barbare, on n'appréciait pas. Puis présentement, c'est un des sports qui est en plus grande ascension, au point où Donald Trump s'y pointe tout le temps parce que... Bon, bref, il y a beaucoup de gens à droite qui font du MMA. Mais tout ça pour dire que je crois qu'être vidangeur pourrait très bien être un sport. Tu pourrais être apprécié comme un sport, mais un sport, c'est tout le temps ce qu'une société décide d'en faire en tant qu'appréciation, pour décoder les codes, puis le salaire qu'il en donne. Puis je crois que c'est plaisant. Ça peut être plaisant de le faire. Puis moi, les gars qui ont continué à le faire, puis lorsque je fais de la formation comme helper, comme vidangeur, je dis, est-ce que tu aimes ça? C'est une de mes premières questions, parce que si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas en mesure de passer au travers de plein de choses. Parce que même moi, en le faisant, il y a des journées où j'ai le goût de lâcher. Là, parce que
c'est tough. Comme lundi dernier, il pleuvait des cordes sans cesse, il faisait 3 degrés. Psychologiquement, même si physiquement je suis capable, psychologiquement, c'est dur. Fait qu'il faut que tu aimes ça pour passer au travers tous ces moments difficiles-là. Alors, moi, je crois qu'il y a un bel avenue. Pour moi, les gars que j'ai rencontrés, ces gars-là, c'était des gens qui n'avaient pas leur place peut-être à l'école, mais ils ont réussi à trouver une place qui leur allait très bien. Puis en plus, c'est une place qui profite à l'ensemble, à la société. Ce qu'on ne peut pas nécessairement dire d'ailleurs pour le sport professionnel, qui au contraire crée beaucoup de déceptions à l'ensemble. Puis l'actualité avait fait un beau reportage là-dessus, c'est-à-dire ça vend du rêve, que tu peux comme que tu peux être l'élu qui réussit à percer dans le milieu, mais entre-temps, tu en as plein de bras cassés, puis de gens qui se poussent pour avoir leur place. Mais fait que je trouve que c'est une belle façon de conserver cette force-là sportive, moi j'appelle ça une force ouvrière dans une société. Puis le terme que j'aime, parce que la compétition parfois peut être malsaine, c'est-à-dire on veut essayer de dominer l'autre en arrière du troc, ça peut être violent, mais j'aime bien l'idée de l'émulation que les Grecs utilisent, c'est-à-dire d'essayer le dépassement de soi par l'exemple des autres. Puis ça, lorsqu'on est là-dedans, c'est vraiment, il y a vraiment une sorte de bien-être qu'on réussit à gagner dans l'action. Au fait, il y a une question auquel on a pensé. Qu'est-ce qu'un sac poubelle peut dire sur quelqu'un? À tout. Moi, littéralement, je peux savoir si tu es enceinte, combien de fois tu as fait l'amour peut-être dans la dernière semaine, parce que j'ai vu les condoms répandus un peu partout. Je peux savoir si tu es sur l'aide sociale. Je peux savoir si tu as des factures impayées. Je peux savoir si tu viens d'acheter une télé 70 pouces, parce que j'ai vu ton écran. Tout ce que tu veux même pas avouer, peut-être, à tes proches, je peux le voir, théoriquement. Parce que les gens, l'inconscience collective, c'est aussi l'idée que tu n'as pas idée que les gens peuvent voir ce que tu jettes, jusqu'au point où je me suis à Laval-Ouest, j'avais ouvert la poubelle, puis il y avait des photos de gens tout nus, dans leur cour, puis je regardais la photo, puis c'était la maison devant moi. C'était littéralement les gens que je ramassais leurs ordures. C'est dire l'inconscience qu'on a. Puis bien sûr, j'ai eu accès à une partie de leur vie. Fait que on peut tout voir, sans compter en plus qu'il y a ce que j'appelle des vidanges propres, des vidanges sales, qui varient beaucoup selon les quartiers, selon les niveaux socio-économiques. Fait que on appelle ça être rudologue, c'est-à-dire d'analyser les pratiques de comment jeter, comment les gens jettent et leurs pratiques de consommation. Fait que tu sais, il y a des quartiers que je ramasse pas. Moi, j'aime beaucoup ramasser des trucs pour moi-même. Il y a des quartiers que je ramasse pas. Parce qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle le trio infernal, coquerelle, punaise de l'IRA. Tu arrives devant un tas de vidange, tu sais qu'il y a tout ça. Fait que ces trucs-là, non seulement tu ramasses moins bien, c'est-à-dire s'il y a des trucs qui s'éventrent, qui restent au sol, tu le laisses là. C'est la théorie en sciences sociales des broken windows. C'est-à-dire quand un environnement est détérioré, tu le laisses détériorer. Fait que ça fait ça. Puis en plus, ça fait que moi, je ramasse pas des trucs pour amener chez nous parce que je veux pas amener des parasites. Autrement, il y a des quartiers comme à Boucherville qui a ce que j'appelle des poubelles propres, que c'est très agréable ramasser. La différence, c'est souvent avec les matières putrescibles. Certaines personnes qui compostent plus, donc en sortant de leurs déchets, de leurs ordures, ben, ça fait que ça ne contamine pas ce qui pourrait, dans le fond, être des trucs récupérables. Puis, on composte différemment, je crois, selon le revenu socio-économique, parce qu'il y a une grande résistance à Montréal. Un tiers seulement des ménages utilisent le compostage. Puis, peut-être aussi selon le fait qu'on est nouvel arrivant ou pas. Pour avoir été, dans le fond, à la Croix-Rouge canadienne comme accueil des demandeurs d'asile, bien, il y a des endroits à travers le monde qui n'ont pas de service de compostage. Alors, c'est normal pour ces gens-là de ne pas savoir quels sont les bacs. Même une personne qui est ici au Québec depuis 20 ans ne comprend même pas notre système de gestion de matières résiduelles. Fait que ça serait peut-être un beau travail d'éducation que d'apprendre aux gens comment bien disposer de leurs choses. En matière justement d'éducation, ton livre est truffé comment dirais-je, de remise en question du système de collecte des rebuts, du recyclage, du compost. Et d'ailleurs, tu dis que pour l'honnête payeur de taxes, le bac vert roulant de 240 litres, c'est le fantassin d'élite. J'aime bien cette formule. Du combat contre cette marée de matières recyclables, la promesse d'une victoire contre la pollution, alors que peut-être qu'il n'en est rien. Bien, la gestion de matières résiduelles, le waste management, c'est ça, c'est la logique de disparition de notre surplus, la fameuse part maudite. Alors, on nous a vendu comme supplément d'âme le bac de recyclage, le bac vert, le bac bleu, ça dépend où on est. Alors, on a l'impression qu'en mettant les bonnes matières dans le bon bac,
on fait un acte citoyen responsable qui nous permet de continuer à vivre comme on vit. En économie, on appelle ça le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond. C'est-à-dire, si ça fait qu'à cause de cet acte-là, on continue à consommer autant et aussi mal, ben c'est un pari que l'industrie a gagné, mais que nous, on perd. Parce que ça coûte en gestion des matières résiduelles. Puis ce système-là de gestion des matières résiduelles, puis encore une fois, Claire Larocque l'a bien dit dans son livre, c'est malgré toutes les bonnes pratiques en recyclage qu'on s'est doté, le plastique double en 20 ans, dans les 20 dernières années. Parce que ça coûte plus cher de recycler du plastique que d'en produire du nouveau. Puis il se jette 300 kilos de plastique à la seconde dans l'océan. Alors, cette industrie-là a bien beau nous vanter les mérites de l'industrie du recyclage, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Puis le beaucoup mieux, c'est de lâcher le troisième R, le recyclage, puis d'aller plus vers le deuxième, réutilisation, réutilisation, réemploi, réparabilité. Puis c'est ce que l'industrie, drôlement, ne met presque jamais de l'avant, parce que justement, elle n'est pas en mesure de contribuer dans ces secteurs-là. Puis c'est un secteur qui appellerait sa décroissance à elle. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est sous-investi, et drôlement aussi par le gouvernement, qui met beaucoup plus l'argent dans le troisième DR. Justement, il y a un passage, vous écrivez « Dans le mythe du recyclage, l'anthropologue Michaela Lemeur décrit le travail des femmes vietnamiennes de la ville de Minh Khai, pardon pour la mauvaise prononciation, qui déballent les ballots de matière plastique arrivés par conteneurs du reste du monde. Le corps courbé, 10 heures par jour, ces vieilles dames nettoient la crasse des riches. Ce métier existe-t-il ailleurs ?» se demande l'une d'elles. « Non, je crois pas », répond l'anthropologue. « Alors, emmène-moi en France avec toi », lui répond la vieille femme. À l'échelle mondiale, ce qui distingue le riche du pauvre, c'est ce que certains peuvent se débarrasser des déchets et les autres en héritent, affirme la sociologue. Ça, de tout temps, de ce que j'ai lu, en tout cas de tout temps, dans l'histoire de la gestion de matières résiduelles et internationalement, c'est les plus pauvres qui s'occupent des déchets, les classes populaires. Puis cette déconnexion-là, le waste management, vient des gens de la bourgeoisie, des élites. Puis cette déconnexion-là, dans le fond, est un peu organisée. Puis je crois que si on se mettait un peu plus la main dans la marde, dans les déchets, on aurait ce que j'appelle la réappropriation, une réappropriation de nos déchets. Puis je crois que c'est ça qu'ils veulent pas. Ils veulent créer cette déconnexion-là. Parce que peut-être qu'ils veulent pas que leur propre enfant ramasse des déchets, que ce soit comme vidangeur ou comme trieur dans un centre de tri ou comme camionneur. Mais pourtant, tu sais, ça fait partie de notre réalité. Ça me rappelle juste rapidement, il y a un enfant qui est venu voir une dame et son enfant. Mm-hmm. Et la dame a dit « Ah, si vous êtes son héros, son idole. » Et vous lui avez répondu « Ça va lui passer, madame. » Sur le plateau Mont-Royal. Et il vous a dit « Je ne sais pas si j'y répondrais de la même manière aujourd'hui. » Parce que là, on parle d'enfants, puis je me demande en tout cas. Ah, tout est dans le choix. Vraiment. Moi, la raison pour laquelle je parlais de mobilité sociale, c'est du moment que tu te sens pris dans ta situation, bien, je pense que c'est là que c'est désagréable. Puis moi, les gars que j'ai côtoyés, pour la plupart, c'était pas un choix. Avec leur niveau d'éducation, avec leur judiciarisation, ils ne peuvent pas rien faire d'autre. Alors, ils subissent cet emploi-là, autant par l'entreprise que par la condition que ça leur impose. Mais du moment qu'ils aiment ça, qu'ils ont le choix, là, je pense que c'est bien vécu. Comme beaucoup d'autres métiers. Là, je pense que c'est le fait de se le faire imposer qui fait mal. Vous dites dans votre livre « Je suis un rouage de ce système, mais aussi, à ma modeste échelle, un rebelle qui le combat ». C'est pas décourageant de se rendre compte de l'excès absolu dans notre quotidien, de la quantité de déchets qu'on produit et de voir qu'on trie mal aussi. Et comment se motiver à participer à un système absurde dans lequel on est lucide? Non, mais pas du tout, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est... on est d'une génération qui a beaucoup d'éco-anxieux, d'éco-anxiété. Moi, pour ma part, je suis éco-rigide. Là. Très, 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 vraiment beaucoup. Mais l'anxiété, comme intervenant, j'ai été thérapeute, c'est paralysant. Ça te paralyse à l'action, puis ça donne pas envie aux autres, dans le fond, de se projeter dans ton projet parce que tu es démoralisé et tu es inactif. Alors, pour ça, il faut... Le b.a.-ba, c'est la lâcher-prise, d'aller chercher le maximum d'actions qu'on a à sa portée, qui nous fait pas mal, qu'on est en mesure de donner, qui participe du changement qu'on aimerait. Moi, c'est ça les 70 000 tonnes, c'est pas moi qui les ai mis au bord du chemin. Fait que je m'en déresponsabilise. Par contre, moi, lorsque je travaille en arrière du camion, mon lunch, je le ramène chez nous pour le recycler. Ça, c'est ma partie à moi. Même si c'est absurde, je viens de jeter
20 tonnes de matière recyclable, peut-être et compostable, mais moi, je ramène mon lunch, c'est ma partie. Fait que c'est d'essayer de ne pas vivre ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, c'est d'être à l'aise avec les comportements qu'on adopte, selon moi, mais qui participent d'un changement qu'on aimerait. Puis moi, ça me fait du bien, puis ça me permet d'avancer. Pour le reste, je me dis, c'est leur conscience à eux. Puis ma responsabilité à moi, j'essaie tout le temps de l'étendre un petit peu, mais dans la mesure que ça ne me rend pas malheureux. Parce que si ça me rend malheureux, je ne ferai plus rien. Puis en plus de ne pas donner envie aux autres de faire autrement. Fait que c'est vraiment une logique du bien-être. Parce que sinon, il n'y a pas de monde de demain. Puis le rouage, le fait qu'on est imbriqué dans un système qui nous dépasse comme individu, fait qu'il faut aussi prendre conscience de la limite qu'on a individuellement. C'est-à-dire, tu sais, comme au Québec, je pense que le poids de la gestion des matières résiduelles en termes de tonnage, c'est 30% résidentiel, 70% industriel. Pour vrai, moi, que je ne fasse pas mon recyclage versus une entreprise qui génère peut-être plus en 1 minute de déchets que moi dans ma vie, je me dis, on aurait beaucoup plus besoin d'attaquer cette entreprise-là. En tout cas, que le gouvernement accompagne cette entreprise-là. Fait que, tu sais, de porter un si grand fardeau, des fois, c'est peut-être un peu trop lourd dans un système qui nous dépasse. Après ça, je crois que d'agir là où on peut, comme par exemple, je crois que de remettre la question des déchets d'actualité pour forcer les élus à être plus ambitieux, mais ça, c'est super. Ou comme pour le gouvernement provincial, mais le déchet n'a jamais intéressé. Fait que moi, si c'est ça que je peux faire à mon échelle à moi, de rendre intéressant le déchet, ben, ça va déjà être beaucoup. Je me demande aussi avec ça, mettons, il n'y avait plus des boires, est-ce qu'on serait obligé de moins faire de déchets? Oui, il y a un paradoxe, effectivement. Moi, Zygmunt Bauman, un sociologue que j'avais étudié dans le fond pendant mon bac, a dit que le vidangeur, c'est le héros de la modernité. Parce que la modernité, si c'est le progrès, puis le progrès, c'est d'inventer pour un mieux-être, bien pour qu'on puisse continuer à avancer, la fameuse part maudite, il faut que tu aies un vidangeur qui ramasse tous les restes. Fait que moi, ce que je souhaiterais, c'est la disparition de mon métier. Littéralement. Là. C'est sûr qu'en tant qu'écologiste conséquent, c'est ça. Mais tant aussi longtemps qu'on a une société de surconsommation, on a besoin de vidangeurs. C'est ça, moi, mon analyse. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus qu'on aille vers une transition vers le deuxième des R pour diminuer, dans le fond, l'importance que devrait avoir le vidangeur, le relativiser. Mais je pense qu'il y a plein d'autres métiers, comme les réparateurs, qui pourraient se renouveler, puis avoir une importance aussi grande dans la société. Tu viens de citer Zygmunt Bauman, mais également l'écrivain et philosophe français Georges Bataille, on l'a cité tout à l'heure, auteur de La part maudite, donc écrit en 1949, ça fait quand même longtemps, qui pose les principes d'une économie humaine qui, à la fin du processus, exige la dissipation de l'énergie excédente, c'est-à-dire cette part maudite. Et Zygmunt Bauman, donc un philosophe polonais, qui a vécu en Angleterre, auteur de Vie perdue, la modernité et ses exclus en 2006, qui analyse les conséquences de la modernisation où toute forme d'ordre social implique nécessairement des rebuts. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire. Et je termine avec l'historien néerlandais Rutger Bergman, auteur de Humanité, une histoire optimiste. C'est récent, 2020, qui nous rassure avec l'idée que la plupart des gens sont bons. C'est peut-être mon côté très humaniste, malgré tout, parce que les gens que je décris on pourrait, après ma barre, tu sais, pas les trouver attractifs ou séduisants ou être sympathiques à leur endroit, mais pour moi, tu sais, j'étais porté d'une bienveillance à leur endroit. Puis ça, c'est peut-être autant je suis intervenant de formation comme sociologue, c'est-à-dire en regardant ce qu'on appelle les trajectoires de vie. La trajectoire de vie, c'est une approche en sociologie qui dit qu'on a tous une trajectoire qui s'infléchit d'un côté ou de l'autre selon les points tournants. Les points tournants étant les événements marquants qui nous amènent à un endroit ou à un autre. Lorsqu'on prend la peine de questionner ces gens-là, puis de voir comment ils se sont construits, les épreuves qu'ils ont eues, ça donne beaucoup de modestie, je trouve, et d'humilité par rapport à sa propre trajectoire. Parce que moi, j'ai un collègue que je donne souvent en conférence, en exemple, c'est quelqu'un qui dormait dans une niche à chien parce que son père disait que c'était un chien. Ça a fait un des meilleurs vidangeurs que j'ai connus. Son père, qui l'avait, parce qu'en arrière de son truck, son père était chauffeur, il buvait en conduisant, puis il traitait son gars comme un chien en arrière du truck aussi. Moi, si j'avais dormi dans une niche à chien, je serais peut-être pas avec vous aujourd'hui. Mais d'avoir accès à ce discours-là, c'est de l'humanité, c'est-à-dire de s'intéresser à l'individu pour ce qu'il est, ce qu'il a constitué. Ben c'est ça l'amène vraiment, je trouve,
là-dessus, c'est là que peut-être mon humanisme vient, c'est d'avoir beaucoup de respect et d'humilité envers les chances que j'ai pu avoir, puis d'essayer de permettre aux autres le changement. C'est simplement de voir dans quoi ils se sont inscrits tout au long de leur vie. Très touchant. Je pense qu'il y a beaucoup... T'es très humble aussi dans ce que tu dis, ce que tu apprécies ou tu admires des autres, tu le transmets beaucoup. Mais justement, je pense récemment, j'ai vu comme dans la rue une voiture qui criait après des vidangeurs, justement, parce qu'ils faisaient leur travail, puis ils étaient pressés. Puis la BM qui passe, puis vroom vroom, tu sais, puis ça m'avait... il y a tellement une déshumanisation, et ça fend le cœur. Puis justement, dans ton livre, tu dépeins ces gens avec tellement d'humanité. Puis il y a une partie que j'aimerais lire d'ailleurs. Appelons ça de la solidarité hors normes, entre les impropres de la consommation, de l'autogestion de la déviance, une fraternité universelle des ordures. Moi, j'appelle ça mes amis, les vidangeurs. J'ai revu Ticris dernièrement, l'exclu parmi les exclus, le rejeté des vidanges. Il fait de la scrap, il est ferrailleur si vous préférez. Un des rares milieux qui peut recycler un gars comme lui. Il travaille au noir à redonner vie aux objets morts et abandonnés de tous. Certains y verront une déchéance, j'y vois moi un signe d'espérance. Donc, c'est un des passages parmi tant d'autres qui traduit de cette humanité. Puis c'est drôle, ces temps-ci, lorsque je donne des conférences, je propose aux gens un exercice de pensée. Je leur dis, selon vous, quels sont les métiers les plus considérés ou utiles dans une société et pourquoi vous l'avez construit comme ça, tu sais? Puis je vois des réponses assez surprenantes parce que moi, je l'ai fait. C'est un exercice qu'on fait en sociologie du travail. Vidangeur est donné, concierge est donné. S'il y a des médecins, mais qu'il n'y a pas de concierge dans un hôpital, je te garantis que le médecin ne fera pas grand-chose. Donc, c'était de ça. Puis, comme lui, ferrailleur, qui est un métier que personne ne penserait vouloir adopter dans sa trajectoire de vie, ça reste que lui, c'est ce qu'il a trouvé. Puis, c'est drôlement utile dans une société d'avoir des ferrailleurs. T'sais. C'est simplement que ça, c'est un autre des métiers qui est très marginalisé, mis de côté par les administrations municipales. Puis je trouve qu'il a quand même bien fait. Là, Au fait, il y a un passage où tu fais un récit circulaire, selon ce que je comprends. Tu réussis à boucler une boucle depuis ton épisode de remplacement de ton collègue Édouard en 2012. On est en 2012. On est dans... D'ailleurs, le titre du chapitre, c'est « Voir Lorraine et mourir ». Lorraine est une municipalité dans les Basses-Laurentides, à 45 km au nord de Montréal. Et là, tu remplaces donc Édouard, qui est une personne d'origine africaine ayant eu une expérience de travailleur déboueur et de syndicaliste en France. À ce moment-là, tu vis l'accrochage avec un bourgeois banlieusard de la ville de Lorraine, frustré et qui te surveillait du coin de sa fenêtre parce que il considérait que tu n'avais pas fait ta job comme il l'aurait souhaité. Dans le même paragraphe, tu fais le lien avec la chronique du polémiste québécois Mathieu Bock-Côté, qui ne passe pas ton filtre à la suite de la grève des éboueurs parisiens en 2023. Donc là, ce chroniqueur se trouvait donc sur un plateau de télé française et il faisait un commentaire sur la grève des éboueurs en France. Et là, tu nous amènes donc, tu fais un flashback, rappel historique de la grève de 1968 des vidangeurs noirs américains à Memphis dans le Tennessee, aux États-Unis, suite à la mort accidentelle de Ecole Cole et Robert Walker dans une benne de camions où ils se sont abrités le temps d'un violent orage. Les pauvres. Paix à leur âme. Le 28 mars 1968, Martin Luther King est venu soutenir les grévistes et le 4 avril 1968, il est assassiné sur le balcon du Lorraine Hotel où il est descendu. Ça, je dois avouer que je le dois aussi à mon éditeur. Il y a un travail de recherche qui a été fait à Marc. On a eu un moment de grande joie lorsque on recherchait. En fait, tout ça part de David Graeber, parce que c'est David Graeber qui a fait un texte, Bullshit Jobs, en fait un texte qui est devenu un livre sur l'utilité sociale des emplois. Puis justement, il a comparé les vidanges avec des banquiers, entre autres.
Puis là, on a cherché justement des références historiques ensemble. Puis là, il m'est arrivé avec cette histoire-là qu'on a intégrée dans le chapitre. Puis effectivement, ça l'a créé cette espèce de circularité-là. Fait que c'est un moment magique parce qu'on ne peut pas prévoir ça. Aucunement, que tout s'agence. Il y a comme une beauté. Il y a comme une beauté là-dedans, je trouve. Puis tu sais, là-dessus, je l'ai dit en fin de livre, là, mais tu sais, je dois beaucoup à Marc pour des petits moments de génie comme ça, des détours. Marc, c'est un sociologue de formation aussi. Là. On a vraiment eu une belle rencontre. Puis moi, je lui ai dit, je ne serais jamais arrivé sans lui à écrire un livre. Je vous l'ai expliqué un petit peu, je n'étais pas du milieu du livre. Mais ça permet des moments de grande joie, de belles collaborations dans ce chapitre-là, où moi, j'avais tout trouvé. Lorraine, c'était mon idée, tout. Puis lui, en trouvant ça, en ramassant la fin du chapitre, ça crée vraiment quelque chose que je trouve un très, très beau chapitre, puis un beau moment aussi qu'on a eu ensemble. Là. Chapeau. Ouais. J'aurais une petite question par rapport justement à la rédaction du livre. Est-ce que tu as comme un rituel d'écriture? Ah non, je suis pourri. C'est terrible. Ta propre manière. Ça aussi, je peux le dire en conférence. Moi, j'ai coulé mon cours de français au cégep. C'est très étonnant après avoir lu ce livre. Tu sais, ça dit... Parce qu'en fait, au cégep, les jeunes, tu sais, l'apprentissage en psycho, on le voit, est beaucoup lié à la motivation. Au cégep, tu es désœuvré, tu sais pas pourquoi tu étudies. Fait que j'étais... Sans ancrage, l'apprentissage est difficile. Puis moi, j'étais pas un bon écrivain parce qu'Alain Deneau m'avait dit « Le livre, c'est toujours ce que tu vas remettre parce qu'il n'y a jamais urgence de le faire. » Il avait raison. On le voit, j'avais une vie plutôt diversifiée, remplie. J'avais pas le temps. Le livre, je le remettais tout le temps. Alors, ça m'a pris du temps. J'avais pas de bonne routine. J'avais pas... Puis drôlement, lorsque ma vie est devenue très, très, très occupée, là, on a sorti le livre. Comme quoi, la vie fait drôlement bien les choses. À propos de la réception du livre, justement, tout à l'heure en aparté, tu nous as avancé quelques chiffres. Est-ce que tu peux les partager avec l'auditoire? J'ai l'impression qu'on approcherait tranquillement les 30 000 wow, ventes. C'est hallucinant. Moi qui pensais même pas en vendre 2-3 000, là, Phénomène de librairie. Et ça depuis septembre 2024. Ouais, parce que j'ai su là, que les cégeps suivent. Il y a des enseignants qui l'ont mis, des écoles secondaires qui le mettent dans leur programme. Je suis appuyé, comme on disait au début, c'est comme si on avait besoin, on avait eu envie de parler de déchets au Québec. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés. Puis ça fait des... Ils se l'ont approprié. Approprié-les, clairement. J'ai des écoles secondaires qui m'ont dit, qui essaient de réfléchir avec moi sur une façon de se réapproprier le déchet. Puis il y a une école de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui m'ont dit qu'ils voulaient que les élèves deviennent concierges pendant l'année pour se réapproprier les déchets puis faire le travail de quelqu'un d'autre, fait que, devenir un peu les élèves du concierge. Puis, fait que, c'est le genre de débouché. Tu suscites des vocations, là. Et oui, c'est ça. On arrive vers ça. La responsabilisation aussi. Ouais, responsabilisation. On a parlé dans le podcast la semaine passée avec Blandine du fait de ne pas créer des ateliers autour des déchets, mais de l'intégrer justement dans nos ateliers qu'on allait déjà faire dans nos activités. C'est ce qu'elle disait. Ouais, c'est ça. Penser aux déchets dans l'activité même et ensuite, du coup, de le gérer. En fait, on serait tous concierges idéalement et tous éboueurs d'ailleurs. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est que ça crée de la solidarité. Parce qu'on a une société qui se polarise, entre autres au Québec avec les écoles privées, où les vidangeurs, en fait, dans une école privée, c'est sûr, tu ne les côtoies pas. Après ça, tu t'en vas au cégep, tu ne les côtoieras pas. Puis à l'université, encore moins. Alors, tu crées une distance. Puis éventuellement, là, on le sait avec les chambres d'écho dans les réseaux sociaux, mais finalement, tu ne t'intéresseras plus du tout à des gens que tu vas pourtant côtoyer et duquel tu vas dépendre en société. Alors, de faire ça, c'est très intégré parce qu'en fait, on est pognés ensemble. Dans notre société, on est mieux d'apprendre à vivre ensemble. Fait que je trouve que c'est des belles opportunités, ça, où moi, j'avais déjà parlé qu'être éboueur, vidangeur, ça pourrait faire partie d'un service civil, partie option nationale. Comme le service militaire. Option nationale au Québec, dans le temps, avec Jean-Martin Hossan, avait proposé qu'en échange, dans le fond, des frais de scolarité que l'État, dans le fond, investit en toi, les frais, dans le fond, que tu n'as pas à payer, tu fais un service civil. Je crois que vidangeur serait un très bel emploi parce que tu côtoies une autre classe sociale que la tienne. Puis en plus de ça, tu es au contact du déchet. Préposé aux bénéficiaires pourrait en être. Il y a plein d'emplois comme ça qui permettraient, je pense, une meilleure solidarité. Puis aussi de l'exploration. Là, comme quand tu es jeune puis tu te cherches, ça pourrait être des belles avenues. Justement, j'ai une question de Lina, une de nos collaboratrices,
qui demande qu'est-ce que les politiques auraient à apprendre sur le système si elles se donnaient la peine de s'intéresser aux marginalisés, aux tenus pour compte, aux ordures qui entretiennent leur vision faussement dorée du capitalisme ou l'état actuel économique et politique du monde ou de la société. Un beau libellé de questions. Mais très simplement, en ville, on essaie de faire ce qu'on appelle l'espacement des collectes, c'est-à-dire de faire que plutôt que collecter les ordures une fois par semaine, c'est aux 2 semaines. Ce qui en banlieue est banal et normal, mais en ville, c'est un sujet de débat virulent, là. Il y a un arrondissement qui essaie de le faire, c'est Hochelaga, Mercier, qui essaie de le faire. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'il y a une ligue qui s'est créée, puis ils garochent des vidanges devant la mairie. Donc, c'est un sujet sensible. L'espacement des collectes, si tu vas voir un vidangeur puis tu lui demandes, ça a plein d'effets pervers, notamment que tu as des multilogements, le 8 logements et plus en ville, mais qui vont peinturer des bacs à recyclage en bacs de déchets. Fait que ta politique, finalement, elle vient de tomber dans le vide, là. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle de la micro-gestion. Mais puisqu'on a parlé de la dynamique que le déchet et l'employé se contaminent et sont marginalisés, mais un gestionnaire n'ira jamais sur le terrain pour questionner la pratique. Fait qu'il va perdre une partie de ce qu'on aime dire, là, du data, des données qui lui permettent de mettre en place une belle politique. Fait qu'il y a plein, je crois, d'angles morts comme ça qu'on ne voit pas. Puis drôlement, moi, ma maîtrise, c'était en gestion internationale. Puis ce qu'on apprend à un gestionnaire, c'est qu'avant d'implanter n'importe quelle politique publique, règlement, il faut que tu ailles sur le terrain. Mais dans le déchet, puisqu'on est contaminé, nos imaginaires sont colonisés par le waste management, par la logique de la disparition, on ne veut pas s'emmerder d'aller sur le terrain, selon moi, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est que les déchets disparaissent. Jusqu'au point où, lorsque je travaillais sur le plateau Mont-Royal, on me disait souvent il faut nettoyer le quartier parce qu'il y a des touristes qui viennent. C'est quoi ça, nettoyer le quartier? Le camion ordure, c'est celui qui nettoie. Il va te nettoyer les bacs de compost, les sacs de recyclage qui n'ont pas été ramassés, les déchets qui vont avoir sorti au mauvais moment. Il y a cette logique-là de la disparition. Tu ne sais jamais ça vient de qui, ça vient d'en haut, un gestionnaire, un élu, on ne le sait pas. Mais c'est ça qu'on perd. On le perd parce que je pense qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec ça. Puis je pense que tu le décris quand tu parles de la forme du bac de compost. Qui clairement, ils n'ont pas consulté un vidangeur pour... c'est pas du tout ergonomique. Juste, en lisant le passage, j'étais frustrée. J'étais comme, mais comment ça? Parce que, venant de l'extérieur, je me dis, oh, mais il est tout mignon, tu as le petit bac et tout. Mais après ça, mais pour vous, c'est horrible. Terrible. Ce n'est pas pratique pour le vider. Puis, parce qu'on parle de sécurité au travail et tout, mais après ça, d'une chose simple qui est l'ergonomie d'un bac, on n'y pense pas. Puis, drôlement, d'après moi, c'était des ingénieurs. Les personnes qui conçoivent des bacs n'ont jamais fait de vidange. Puis on n'a jamais consulté, de ce que je sache, en tout cas, aucun vidangeur pour choisir un bac. Comme la modernisation de la collecte en ville, ça suppose qu'ils vont mettre des bacs partout, des gros bacs 260 litres partout à grandeur de Montréal. Un bac comme ça, le problème, c'est l'hiver, une tempête de neige. Tu parles à des déneigeurs, moi je le fais. Mais si le bac est placé un petit peu à cheval sur le trottoir, ils vont le renverser. Si un déneigeur renverse un bac de recyclage, c'est sûr qu'il n'arrête pas pour le reprendre. Moi, c'est pas ma job. Donc, au dégel, lorsqu'il y a plein de matières dispersées, ça vient d'où? Si un déneigeur fait ça, une fois je le croise, ça veut dire qu'à l'échelle de Montréal, il doit se revirer 200, 300, 400 bacs. C'est plein de matières dispersées, des matières que les gens ont lavées, ont disposées. Ça aussi, ça prend juste de s'intéresser un petit peu à ce que les travailleurs d'une autre classe sociale que la tienne font. Mais malheureusement, comme la question est bien choisie, là. Je pense que c'est quelque chose qu'on s'intéresse peu, mais ça nous manque. Blandine Olive Chamou, qui est postdoctorante à l'UQAM, au Santerre, et qui, elle, travaille sur l'éducation à la gestion des déchets, pour faire simple. Mais je vous invite à regarder l'épisode précédent pour avoir plus d'informations. Mais justement, elle parlait de comment, exemple, au Portugal ou en Espagne, il va y avoir au coin des rues des grands bacs dans lesquels les gens vont aller porter leurs déchets. Et il n'y a pas de porte-à-porte, en fait. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'au contraire, j'imagine qu'il y a des avantages aussi. Est-ce qu'au Québec, ça serait, ou à Montréal, on va prendre une petite échelle, ça serait de quelconque manière aidante? Je vais essayer de répondre avec quelques détours. Culturellement, on est loin de là. Si sur un continuum, disons, là, le Japon est à l'opposé de nous. Le Japon, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas à Tokyo de poubelles dans les lieux publics, puis que les élèves font justement leur service de conciergerie dans les écoles, et que c'est super propre. Puis, en France ou au Québec, où tu peux garrocher tes déchets un peu partout dans la rue, sur la voie publique, puis c'est pas grave.
Mais nous, on est vraiment dans un continuum complètement opposé au Japon. Puis dès qu'on arrive dans des mesures, disons, restrictives pour les citoyens, puisqu'on est dans une logique du waste management, c'est vu comme une atteinte à des droits. C'est la raison pour laquelle que de prendre des déchets et les déplacer un peu plus loin, c'est une atteinte aux droits. Ça commence à se faire dans des quartiers comme où on est, c'est-à-dire dans les nouveaux développements, ils vont mettre ce qu'on appelle des molocs. Les molocs, c'est des bennes rondes qui vont être creusées sous terre. Moi, j'appelle ça un premier enfouissement, parce qu'on enfouit des déchets. Encore une fois, c'est à partir de la logique de la disparition. C'est noir, tout, c'est noir, tu vois rien. Bien, ça, en général, c'est perçu comme négatif de la part des gens, parce qu'ils doivent se déplacer un peu plus pour aller mettre leurs déchets. Jean-René Dufort, à Infoman, a fait un reportage sur... c'est quoi? C'est Taïwan. Sur Taïwan, puis les gens devaient amener leurs déchets jusqu'au troc. Si tu dois traîner 500 kilos de déchets jusqu'au camion, tu les traîneras pas. Tu n'auras pas le choix de changer ton comportement. Fait qu'effectivement, le plus que tu te réappropries le déchet, un peu de l'action d'en disposer, je crois que ça va diminuer la consommation. C'est mon avis. Puis ça va diminuer aussi les frais liés à la gestion des matières résiduelles. Ça va être beaucoup plus gênant pour un contracteur qui va mettre... contracteur qui peut mettre 7-8 sacs de 50-60 livres, de les mettre sur le bord du chemin s'il ne peut pas le mettre. Il va devoir se déplacer au point de dépôt qui va peut-être être un peu plus surveillé. Il ne pourra pas le faire. Fait que je crois que ça a plein d'avantages. C'est que culturellement, puis malheureusement, c'est les municipalités qui ont le fardeau de faire les changements de gestion des matières résiduelles. Ils ne sont pas appuyés culturellement par les gens. Fait que, un peu comme ce qui se passe à Hochelaga, pour revenir sur ce que je disais avant, tous ces changements-là sont perçus comme des atteintes aux droits. Alors, on a vraiment un bon défi. Moi, c'est la raison pour laquelle j'aime parler d'un changement de paradigme. Il faut une transition énergétique, mais il faudrait une transition dans les déchets pour qu'on investisse le deuxième R. Le premier, bien sûr, mais le deuxième, et qu'on lâche le troisième et qu'on essaie d'arrêter de ne suivre que les grandes entreprises. Fait que c'est comme plein de détours pour essayer de te répondre que c'est pas simple, mais je pense que c'est une bonne idée. C'est ça, c'est l'idéal. Un jour. Je sais qu'en France, dans certaines communes, tu payes le poids de tes déchets. Oui. Je sais pas si tu as déjà entendu Il y a ça au parler. Québec aussi. Ah, ok. Oui, à Beaconsfield. Ok. Ça Est-ce que fonctionne. ça fonctionne? Ah oui, ça fonctionne. À Beaconsfield, c'était la ville l'arrondissement en ville. C'est dans le sud-ouest de Montréal. Oui, West Island, qui produisait le plus de déchets, je pense, par capita. Puis ils sont tombés dans les moins. Parce qu'en fait, tu peux, selon le bac que tu choisis, la grosseur du bac, ça diminue dans le fond ton compte de taxes. À Ville-Saint-Laurent, il y avait un projet pilote qui, je crois, s'est généralisé, il y a une puce sur les bacs. Puis si tu fais moins de levées, tu reçois un montant, une diminution de ta taxation. Fait que, bref, il y a plein de petites initiatives, qu'on va appeler des politiques incitatives et non punitives, qui peuvent fonctionner, mais on ne fait pas du mur à mur. Là. Pour l'instant, on n'est pas dans cette logique-là, mais oui, il y a plein d'avenues possibles, je pense. Ouais. Est-ce que ça me fait juste penser rapidement, est-ce que ça pourrait être discriminatoire que justement les riches vont pouvoir plus consommer, parce qu'ils font déjà d'ailleurs, je pense, et justement des familles qui seraient plus nombreuses, qui seraient moins aisées, vont être contraintes davantage, et qu'elles le sont déjà, puis ça augmenterait des contraintes, puis est-ce qu'il y aurait ça? Mais comme déjà, ce qu'on appelle la police des poubelles, moi, je suis contre à cause de ça, parce que c'est pas une mesure progressive, puis effectivement, ça a un fardeau différent selon les individus. Comme l'espacement des collectes, moi, j'ai suggéré à Projet Montréal, ils ont eu l'écoute, là, de le faire partout, mais pas sur le multilogement. Parce que le multilogement se retrouve les personnes qui ont le moins de revenus et souvent des nouveaux arrivants. Fait qu'effectivement, tu leur rajoutes une contrainte, mais à ce moment-là, ta police des poubelles, elle est contre les propriétaires. Parce que les propriétaires, tu sais, maintenant, on dit dans le jargon d'avoir des portes, là, c'est la mode. Là. Moi, j'ai 200 portes, j'ai 50 portes. Les investisseurs disent ça, c'est même plus des citoyens, c'est même plus des locataires, c'est même plus des bénéficiaires, c'est des portes qu'ils possèdent. Mais à ce moment-là, pour moi, tu devrais être un acteur pivot. Tu as des gens sous ta responsabilité, apprends-leur à faire une meilleure gestion des matières résiduelles. Puis là, ça serait le projet qu'on m'a parlé, tu taxes les fautifs, les gestionnaires d'immeubles à revenus qui, eux, n'accompagnent pas leurs citoyens à faire ce changement-là. Fait que tu taxes, mais les personnes qui ont des revenus, des moyens, qui devraient prendre un rôle plus grand pour faire un changement des comportements. Ça, je pense que ça pourrait être mieux. Mais tout ce qui est d'attaquer individuellement des individus, ça peut être très lourd, effectivement, et mal perçu. Puis là, on va arriver comme en France. La crise des Gilets jaunes est née, dans le fond, d'une mesure environnementale. C'est des gens les moins favorisés qui ont été contre une très belle mesure, dans le fond, qui était une diminution de la vitesse sur les routes, qui devait amener une diminution, dans le fond, de l'empreinte carbone des véhicules, mais ils ont été contre.
comme ça fait présentement à Schlaga, c'est les personnes les plus pauvres qui sont contre, quand pourtant, tu l'as bien dit, ceux qui consomment le moins de déchets par tête, c'est les personnes les moins fortunées. Fait qu'effectivement, il faut... Là-dessus, le mur à mur est difficile. Il faut vraiment, je crois, cibler les interventions. Et aussi par rapport à l'industrie de la construction, on dit que beaucoup... Quand tu dis que 60%, c'est les industries, des fois, c'est bon, des... L'aluminium... Bon, je ne vais pas m'embourber là-dedans, là, mais apparemment, la construction, justement, ça génère beaucoup de déchets, c'est lourd, et puis, il n'y a pas de... En tout cas, je n'ai pas entendu tant d'initiatives là-dessus, et qu'est-ce qui est... Ça serait de mettre en place des ressourceries. Il y a des écocentres qui le font, là, c'est-à-dire tu amènes les matériaux, puis plutôt que de démolir, tu déconstruis. Il y a des entrepreneurs qui commencent à se spécialiser là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup d'incitatifs et il n'y a pas beaucoup de marché non plus après. Encore une fois, une mesure conséquente d'un gouvernement, plutôt que d'accompagner des politiques du troisième R, comme un centre de compost de Ville-Saint-Laurent qui est bien, mais qui coûte une fortune, puis c'est Veolia, pourquoi ne pas encourager un écocentre à développer une ressourcerie, puis de faire participer, dans le fond, tu amènes des inspecteurs qui montrent à les entrepreneurs comment déconstruire au lieu de démolir. Et récupérer les matériaux. Et récupérer les matériaux, puis d'en créer une masse critique suffisante pour que lorsque tu fais des travaux, tu aies assez de matériaux pour finir et finaliser ta réno. Fait que ça, il y a effectivement un avenir, d'autant que les contracteurs, nous, on les voit souvent. Il n'y a pas une journée où je ne ramasse pas des bris de construction. Ça veut dire que, théoriquement que peut-être que le contracteur l'a chargé à son client, très probablement, puis lui, il l'a mis sur le bord de la route, des fois dispersé sur plusieurs maisons, mais tu sais, c'est les mêmes sacs. Puis, donc, non seulement lui a pris ça dans ses poches, mais c'est la collectivité qui paye pour la réno d'une personne qu'un contracteur se met dans les poches. Une pratique courante, au point où je me souviens qu'à un moment donné, à Montréal, il ramassait les déchets le soir, puis qu'il y a un camion qu'on le voyait, il y avait la gate ouverte en arrière, puis il déposait des sacs partout, aléatoirement sur le plateau Mont-Royal. Fait qu'on lui a couru après, littéralement, puis il s'est en allé parce que je pense qu'il savait qu'il était coupable. Là. Est-ce que c'est parce qu'il sait s'il laisse tout au même endroit que vous le ramasserez pas? Il y a un risque, effectivement, il y a un risque. Puis ça c'est plus évident aussi, c'est plus frappant. Fait quoi, parce que surtout, c'est ça, quand il y en a trop, nous, on peut dire que tu dépasses... Dans les contrats, il y a des limitations, fait que tu les dépenses. Fait que lui, stratégiquement, en mettant un peu partout, il sait que ça va disparaître. Simon Paré-Poupard, c'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Je rappelle, tu es l'auteur du livre Ordure, journal d'un vidongeur, paru à l'été 2024 chez Lux Éditeur. On s'approche tranquillement de la fin de cet enregistrement. Je vous propose de nous lire donc un passage, si tu es d'accord. C'est le paragraphe ou le chapitre intitulé La canicule. La vague de chaleur s'installe. Une grosse poche d'humidité étouffante accrochée solidement à ton coin de la planète. Mon pays, ce n'est plus l'hiver, c'est les tropiques, un sauna, une fournaise, une franchise de l'enfer. Chaque jour, tu regardes la météo comme en plein mois de janvier. Tu lis les alertes qui t'invitent à la prudence. Rester à l'intérieur, éviter le soleil, limiter au strict minimum les efforts physiques. Je veux bien, seulement, comment ramasser les poubelles en restant chez soi sans bouger? Je suis cuit, si j'ose dire. Chaque vague de chaleur provoque chez moi des crises d'anxiété si intenses que seul un désir insensé de me dépasser me permet de les surmonter. Je sais que je vais devoir fournir la même intensité au travail, peu importe les conditions. Les vidanges n'attendront pas à demain. Dominer la nature, la sienne et celle de la météo, encore et toujours. Mais dans ces conditions, c'est un défi particulier. Ma peur repose sur l'expérience. Je me souviens de journées où j'étais tellement déshydraté que j'avais des crampes pendant tout le trajet de retour à la maison. Je me souviens de m'être arrêté en route, incapable de terminer ma ride de char. Mon corps était un Sahara. Je devais absolument me réhydrater avant de pouvoir continuer. Lorsqu'une journée pareille se termine, l'angoisse pèse lourd. Faudra remettre ça à demain. Comment y arriverai-je? Je dois maximiser mon temps de récupération pour pouvoir travailler à nouveau, manger, dormir, boire, faire en sorte que la prochaine journée ne soit pas plus atroce que la précédente. C'est stressant. T'as l'habitude d'être indémontable, pas tuable, de récupérer rapidement, et là, ta tête est lourde, t'as l'impression que ton corps se décompose, que les fonctions de la machine s'enrayent, les muscles, les articulations, la chair, plus rien ne répond aux commandes. Ils font la grève, c'est l'insurrection de ma carcasse. Écoute, une dernière chose que tu aimerais donc que les gens retiennent donc en refermant ce livre. Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Mais parce que je veux pas me répéter, mais
Mais j'ai l'impression, en fait, je reviens sur la transition. Là. Une transition, moi j'appelle ça un changement de paradigme dans les déchets, c'est non seulement possible, souhaitable, mais enviable. Je crois que ça pourrait créer... On parle d'une économie de demain, mais ça, c'en est une. C'en est une. On a la chance... En fait, l'économie qu'on a créée avec les déchets, puis là, je prends une citation de Harold Crooks, d'un des chefs de l'entreprise Laidlaw, un des PDG de l'entreprise de Laidlaw, qui est une des entreprises d'importance au Canada. Puis il disait que pour lui, ses mots, c'est un site d'enfouissement, c'est un puits de pétrole inversé. C'est ça, nos partenaires. Mais en même temps, il y a beaucoup d'argent à capter puis qu'on pourrait redistribuer dans une seconde économie, celle du deuxième ère. Puis je crois que ça pourrait faire travailler bien les gens. Puis ça nous permettrait justement de nous réapproprier nos objets. Puis en se les réappropriant, c'est de rajouter de la valeur, d'avoir beaucoup de respect pour toute l'énergie, l'inventivité qui a été dans ces biens-là. C'est comme si ça s'est complètement perdu. C'est fou. Puis on en est au point où la transition énergétique, c'est entre autres du cuivre. Du cuivre, ça va bientôt atteindre ce qu'on appelle son pic, le pic ressource. Ça veut dire qu'on ne pourra plus rechercher aussi facilement du cuivre que par le passé. Pourtant, on en jette en masse. Fait qu'on est à un point où peut-être qu'on pense un jour qu'on va ouvrir nos sites d'enfouissement pour aller chercher le cuivre qu'on a enfoui. C'est d'une absurdité. Alors, prendre conscience de ça, ça nous permettrait de faire ce qu'on appelle un pas de côté, puis d'aller vers le deuxième ère, puis de peut-être créer un avenir plus enviable et souhaitable. Yasmine, un dernier mot avant de clôturer? Merci pour ta présence, ton partage. On s'est rencontrés à l'Université populaire de Montréal, puis c'est vraiment une rencontre je suis très reconnaissante. Oui, ben moi aussi, c'est drôle de me retrouver ici, parmi vous. Là. Juste petite parenthèse, justement, j'ai abordé Simon, je lui ai dit, est-ce qu'on a un podcast familial, et puis est-ce qu'il serait intéressé? Il m'a dit, ben oui, bien sûr, puis vraiment avec tellement d'ouverture, puis pas du tout... J'ai dit, wow, c'est super, merci beaucoup. Ouais, non, mais merci pour l'accueil. C'est drôle, c'est en préparation en fait pour le podcast avec Blandine que j'étais dans un Renaud Bray après avoir fait une course, je me suis juste promenée. Puis j'ai vu que c'était un coup de cœur Renaud Bray. Je dis c'est bien drôle ça, ordure au journal d'un vidange. Donc je prends en photo, j'envoie à Yasmine, on t'avait pas encore rencontré, le soir même, ouais. Université populaire de Montréal. T'étais assis à côté de moi, en fait j'étais randomly, Yasmine était derrière parce que j'étais arrivée en retard. Et là t'as Blandine qui pointe l'auteur du livre que je venais de dire à Yasmine, faudrait qu'on l'achète, ça va être trop cool pour le citer avec Blandine. Et là je me dis mais c'est pas possible, voilà. Et donc voilà, un peu. Donc merci beaucoup pour le temps que t'as pris aujourd'hui pour répondre à nos questions. Hein, comme quoi tout est dans tout, hein, comme on dit. Non? Juste dans ton livre, tu adresses des remerciements donc à ton prof de maîtrise de l'ENAP, le philosophe Alain Deneau, et ton éditeur Marc Fortier des éditions Luxe. Remerciements également à ta chère femme Lauriane qui a dû composer avec ton absence durant la rédaction de ces livres. Ton père Daniel, décédé en cours de la rédaction de ce livre, mes sincères condoléances. Et bien sûr, tes collègues vidangeurs qui ont été nombreux, selon les témoignages, à lire ton ouvrage et que tu surnommes dorénavant l'écrivain. Ça dit à quel point c'est atypique. Bon. Écoute, cher Simon, donc, juste donc, un dernier mot de ma part pour clôturer cet enregistrement. Je dirais que ramasser les ordures, c'est plus qu'un travail physique, c'est pour plonger chaque jour dans les restes de notre société, c'est voir ce qu'on cache, ce qu'on consomme, ce qu'on abandonne. Mais avec ordures, Simon Paré-Poupart nous rappelle aussi qu'il y a de la beauté dans le banal, de la dignité dans chaque geste et même de la poésie dans les poubelles. Merci à Simon pour cette conversation honnête, pleine de lucidité et d'humanité. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc, si l'épisode a plu, il y a lieu d'en parler autour de vous, chères auditrices et auditeurs. Et puis, la prochaine fois que vous sortez vos sacs, pensez à ceux et celles qui les ramassent. À bientôt.